Cet épisode 5 de Severance saison 2 a pour titre Cheval de Troie, et comme souvent avec cette série, on peut trouver au moins deux explications à ce choix, avec des significations plus ou moins importantes. Une chose est sûre, la critique au vitriol de la culture d'entreprise déshumanisante se poursuit, et pour la plupart des personnages, cet épisode semble représenter le creux de la vague, aussi bien du côté des dissociés que de celui de l'encadrement de Lumon. Pour la pérennité de ce type de vidéo notamment, et de la chaîne de manière générale, j'envisage d'activer les souscriptions qui passent par un bouton rejoindre que vous avez déjà dû voir sur d'autres chaînes YouTube, j'imagine. C'est un système d'abonnement mensuel, sans engagement bien sûr, qui donne accès à des avantages cosmétiques, mais surtout à d'autres avantages comme des vidéos accessibles en avance, ou même des vidéos réservées, ou encore d'autres options lors du chat ou lorsque vous laissez des commentaires notamment. L'idée pour moi consisterait à laisser la quasi-totalité des vidéos accessibles à tout le monde sans aucune barrière, mais à proposer parfois des mises en ligne un jour en avance par exemple, pour celles et ceux parmi vous qui auraient les moyens et l'envie de soutenir la chaîne via ce type de souscription qui a l'avantage de ne pas demander de sortir de l'application et de proposer des contreparties directes et claires. Je vous invite donc à me dire en commentaire si vous seriez intéressé et si vous avez des idées ou des envies de contrepartie. Encore une fois, cela ne signifie absolument pas que les vidéos passeraient derrière un mur à péage pour tenter de traduire paywall. Ce serait une option à plusieurs degrés pour ceux que ça intéresserait, comme moyen simple et avec contrepartie de soutenir mon travail. Ce serait typiquement le genre de revenu qui me permettrait de traiter des sujets sans me préoccuper de leur popularité, par exemple. Ceci étant dit, revenons à l'analyse de cet épisode. Le premier candidat désigné pour le rôle de cheval de Troie dans l'épisode semble bien être le chariot roulant du Cold Open, cette introduction avant le générique. L'homme qui pousse le chariot siffle l'air d'une chanson de Gordon Lightfoot sur le naufrage du Edmund Fitzgerald, un navire cargo qui a été coulé par une tempête sur le lac Supérieur en novembre 1975. D'une part, c'est un élément de plus qui pourrait laisser supposer que le siège de Lumon et la ville de Kir se situent aux alentours des Grands Lacs et donc au nord-est des États-Unis, à proximité du Canada. D'autre part, on a des références à la fois à un tragique naufrage, à des corps qui n'ont pas été retrouvés, pour la plupart, dans une eau très froide. On peut éventuellement y voir un lien thématique avec la voiture qui sombre dans l'eau glacée du générique et éventuellement l'accident de Gemma, s'il s'agit d'un événement différent. En outre, la notion de naufrage d'un navire puissant pourrait aussi être une sorte de teasing sur ce qui attendrait Lumon, mais le lien est ici plus discutable. Quoi qu'il en soit, on sait que le cheval de Troie est souvent représenté comme une sculpture munie de roues, puisque l'idée consiste à pouvoir le faire entrer aisément au sein de la ville assiégée par les Grecs. Les tout premiers plans de l'épisode établissent le chariot via ses roues. Qui plus est, on peut y voir une sorte de cadeau du service optique et design à ce qu'ils appellent le hall d'exportation et que nous connaissons sous le nom de niveau de test ou testing floor en VO. Les visages de Felicia et de sa collègue semblent souligner que quelque chose se trame. Felicia affiche un détachement ostensible, tandis que l'autre semble un peu stressé. On peut y ajouter le reflet démultiplié de cet employé dissocié qu'on distingue sur les casiers rutilants comme un indice d'un double jeu qui serait à l'œuvre. Ceci étant dit, l'opérateur au visage caché vient chercher du matériel de dentisterie et il est difficile d'imaginer ce que pourrait cacher ce chariot ou son chargement, se rapprochant du concept d'un cheval de Troie. Irving a-t-il confié à Felicia un message à faire passer sous le plateau des outils par exemple? Toutefois, cela impliquerait de savoir qui a des chances de manipuler le plateau ou d'être réceptif à un message extérieur, ce qui me semble donc une stratégie un peu bancale. Quant à l'identité de l'homme au chariot, elle semble pour le moment impossible à déterminer. J'ai fait des zooms bien sûr sur son visage quand on le voit à l'extrémité du fameux couloir menant à l'ascenseur noir, mais son visage ne correspond pas à celui qu'on pourrait attendre pour le mari de Burt par exemple. Selon le générique, il est sans doute interprété par un acteur du nom de Robbie Benson. On peut parier qu'on en verra plus sur ce fameux étage de test et très certainement cet homme qui pourrait avoir une fonction médicale auprès des pauvres dissociés conservés en bas, mais peut-être faudra-t-il pour cela attendre la fin de saison. J'espère que ça arrivera un peu plus vite que ça. Bien plus tard dans cet épisode, Mark partage nos angoisses de spectateurs ignorant les mystères de Lumon avec cette terrible question « Pensez-vous qu'ils lui font du mal ?» Ce à quoi le docteur Regabi n'a pas de réponse. Le processus de réintégration suit son cours, on comprend que l'organisme de Mark commence à s'en ressentir, puisqu'on le voit tousser, ce qui est le truc par défaut et sans imagination, il faut quand même le dire, qu'on voit souvent en fiction pour transmettre l'idée que la santé d'un personnage est en danger. Via la discussion de Mark avec Devon au téléphone, on a la confirmation que la sortie
était bien réelle et pas du tout une simulation puisque les exters avaient connaissance d'un week-end de team building et on peut remarquer que les voir arriver de différents points de départ au début de l'épisode 4 était finalement logique pour éviter que leurs exters ne se rencontrent. Ensuite, on voit Mark suivre un traitement, de toute évidence, les fioles de liquide blanchâtre dans son réfrigérateur en font partie, et on peut supposer qu'il en va de même pour le contenu du pilulier, mais avec une petite dose d'incertitude. On peut bien sûr reconnaître ces petites bouteilles comme celles représentées dans le générique de la saison, celles qui semblent contenir des marques miniatures, et dont une qu'il renverse sur la table sur laquelle il est affalé. Cette scène dans la cuisine nous donne l'occasion de distinguer deux références culturelles russes sur la porte du réfrigérateur. La première est la reproduction d'un dessin qui remonte au XIXe siècle avec la visite du grand-duc Alexis aux US en tant qu'ambassadeur de la Russie. Je n'ai pas trouvé de lien pertinent entre le déroulement de ce voyage et la série. Je suppose qu'il s'agit simplement d'un rappel de plus des liens de Gemma avec la Russie et le russe qu'elle enseignait à l'université. L'autre affichette correspond à la couverture du livre Résurrection de Tolstoï. La thématique centrale de ce roman réside dans la remise en cause du système social russe par un aristocrate qui prend conscience de l'imbécile cruauté dont souffrent les plus démunis, notamment une servante qu'il avait mise enceinte auparavant et qui avait dû se prostituer. Si on peut éventuellement trouver un lien ici avec la natalité qui obsède Lumon, les enfants, voire le rapport que Mark et Elena ont eu sous la tente, on peut surtout retenir la notion de remise en cause d'un ordre établi qui va à l'encontre des valeurs humaines essentielles, valeurs qui pourraient être présentes dans la nature humaine elle-même, ça dépend des points de vue. En plus de la fameuse montre de marque russe que porte souvent le Mark Exter, ces éléments renforcent l'idée selon laquelle les liens avec la Russie ou tout simplement la langue russe pourrait jouer un rôle plus tard pour Gemma, que ce soit dans son histoire ou dans une manière de communiquer avec elle. Elena est attendue par Natalie et Drummond, ce qui les conforte comme deux managers de très haut niveau, qui sont en lien direct avec le board et Jamie Egan. On constate que les tempéraments sont évoqués dans le bilan médical d'Elena, ce qui souligne que Lumon adopte une approche pseudo-scientifique au sujet de ces concepts sectaires et bancals. Pour que Mark mène à bien le projet Cold Harbor, il est décidé qu'Elena doit retourner dans l'équipe de raffinage en tant qu'Ellie. Durant le dialogue, quand elle demande si père est d'accord, Drummond répond en usant lui-même du mot père, ce qui laisse supposer qu'il est soit le frère d'Elena, ou alors que la structure sectaire de Lumon amène les employés à considérer le PDG comme un père. Drummond désigne le travail mené par l'équipe de raffinage comme étant mystérieux et important, ce qui laisse entendre que la nature même du projet Cold Harbor pourrait échapper à tout le monde ou presque. À ce sujet, la grande absente de l'épisode, c'est bien sûr Harmony Coble, et je suis convaincu qu'elle, au moins, sait à quoi correspond le projet Cold Harbor. Malheureusement, nous restons encore dans la certitude la plus totale à ce sujet, nous pauvres spectateurs. Elena exprime à nouveau son dédain des inters qu'elle considère comme des animaux. Toutefois, cette expression doit correspondre à une sorte de conflit intérieur puisqu'elle reste de toute évidence fascinée par Mark Scout, dont elle observera plus tard la sortie des bureaux depuis l'intérieur du bâtiment. La transition d'Elena à Hayley est on ne peut plus affirmée visuellement avec une excellente interprétation de Britt Lower. La disparition d'Irving est dans tous les esprits et Milchick fait au mieux pour ramener l'équipe au travail. Le tout vient totalement parasiter le retour de la pauvre Ellie, qui est totalement perdue et semble ne plus pouvoir compter sur le soutien de Mark. Avec la nouvelle configuration des bureaux du service raffinage, on passe plus ou moins d'un début de croix gammée à un triskel, tandis que la suppression de l'image d'Irving sur les photos de groupe apporte la cerise sur le gâteau de merde servi gracieusement par Lumon à ses employés dissociés. La discussion aux toilettes présente la double identité d'Ellie via son reflet dans le miroir, ce qui exprime visuellement la méfiance que ressent désormais Mark à son égard. On peut aussi supposer que le côté cynique du Mark Exter commence doucement à infuser la personnalité du Mark Inter. Autant d'éléments qui viennent remettre en danger une relation naissante, et on sait bien que le suspense romantique est une composante forte de nombreuses séries. Dit autrement, si tout allait parfaitement bien entre Ellie et Mark, l'histoire deviendrait moins intéressante. La préparation des funérailles d'Irving par Milchick et Mademoiselle Wang nous permet de comprendre que cette dernière ne considère pas les inters comme des humains. C'est un moyen qui vient compléter les reproches qui seront exprimés plus tard à Milchick, qui nous permet de comprendre que si son attitude reste détestable, le manager intermédiaire fait partie, en réalité, de ceux qui prônent la manière douce par rapport à la moyenne de l'entreprise. Durant la cérémonie en question, les 9 secondes annoncées, 9 secondes de silence, n'en durent que 6 environ, qui vient participer à l'idée que la notion de temps reste une variable qui pourrait échapper aux inters par diverses méthodes, temps qui est représenté via le nombre de trimestres de l'existence d'Irving en tant qu'inter,
avec 12 trimestres affichés, soit 4 ans a priori. Le total de ces trimestres, 882, laisse supposer que Lumon existerait depuis 220 ans, mais cela semble ne pas coller avec ce qu'on croit savoir quant à la date de fondation de Lumon, aux alentours de 1860, et la date du déroulement de la série. C'est un point qui sera peut-être clarifié par la suite. Le détachement affiché par Mark est l'occasion d'une autre expression de la réintégration en cours, alors qu'il utilise la même phrase pour évoquer le cas de Irving et celui de Gemma, à savoir « il n'est pas mort, il n'est juste plus là ». Dans le fait de manger la tête d'Irving taillée dans de la pastèque, on peut voir une forme de rituel autour de la symbolique de l'absorption du défunt, ce qui s'inscrit dans tout l'aspect cultuel, toujours très présent dans Severance, même via des activités d'apparence anodine. J'avoue que j'ai été content de voir que la théorie du message laissé par Irving derrière le poster se confirmait. On peut surtout y voir la quasi-certitude que nos héros accéderont enfin à ce lieu d'ici quelques épisodes. Dylan vend la mèche au sujet de Miss Casey et de Mark, mais on peut se souvenir que Dylan garde toujours pour lui les rencontres avec sa propre femme, ce qui viendra sans doute miner la confiance au sein de l'équipe raffinage quand ce sera révélé. La composition de plans propose encore des éléments significatifs, notamment lors du face-à-face entre Mark et Ellie. Je pense que le flou blanc derrière Mark représente le processus de réintégration qui est en cours, ainsi que sa confusion envers Ellie et la confiance qu'il peut lui accorder. On peut aussi y voir le flou qu'il entretient volontairement envers elle, en ne lui avouant rien de ce qui s'est passé, notamment sous la tente. La transition du face-à-face de Mark et Ellie à celui de Seth et Nathalie met temporairement à l'image Mark face à Nathalie dans un cadrage volontairement symétrique, comme si Nathalie souriait à un fantôme. Peut-être s'agit-il ici d'une manière très subtile d'évoquer son rôle étrange de porte-parole pour le comité, traduction du board, je suppose, qui semble être pour l'instant une entité désincarnée. On n'est pas très loin du fantôme. Juste après, Seth tente d'avoir une discussion avec Nathalie sur les peintures, mais impossible d'obtenir d'elle le moindre signe de connivence ou d'empathie. Pour nous, il reste impossible de savoir si Nathalie est dévouée corps et âme à Lumon, ou si son lien avec le comité implique qu'elle n'est jamais libre de la moindre parole, ce qui serait totalement cauchemardesque. L'évaluation mensuelle de Milchick par Drummond consiste en un déballage de bullshit phénoménal. Même l'activité d'extérieur qui a mis en danger Elena n'est pas en réalité de la faute de Milchick quand on y réfléchit, c'est le comportement d'Elena et le choix de l'envoyer là-bas sous cette identité qui étaient les erreurs initiales. Le signalement pour le recours à un vocabulaire trop ampoulé provient de Mademoiselle Wang, et les trombones mal positionnés sont l'essence même d'une critique grotesque pensée pour humilier un employé. Cela va plus loin toutefois, puisque dans les termes utilisés et la gestuelle de Drummond, par exemple, quand il lève 2 doigts pour imposer le silence, on retrouve tout un aspect liturgique qui renforce l'idée que Lumon est une immense secte. Ce qu'on reproche véritablement à Milchick, c'est qu'il est trop gentil. Drummond lui demande de revenir aux fondamentaux et se rappeler la finalité des dissociés, ce qui ne fait que confirmer la vision que Lumon professe de ces êtres moins qu'humains. La complétion de Cold Harbor est considérée comme la perspective d'un grand moment de l'histoire de la planète, mais on reste dans l'incertitude quant à l'importance véritable de cet acte. Lumon est peut-être en train de faire des expériences stupides et ineptes, mais d'un autre côté, on sait que la dissociation fonctionne, et pour que les enjeux de la série au premier degré soient au niveau, on préfère supposer qu'il s'agit d'une potentielle avancée scientifique majeure, menée dans l'ignorance complète de l'éthique, bien évidemment. En parallèle, on voit Mark travailler et sélectionner Cold Harbor parmi d'autres dossiers qui ont des noms de villes pour la plupart, avec la particularité d'y trouver le nom du cratère formé par l'astéroïde qui a provoqué la fin des dinosaures, rien de particulièrement significatif a priori. L'effet de la réintégration s'intensifie, on peut trouver en la personne de Mark lui-même un exemple de cheval de Troie, avec son exter caché à l'intérieur de son inter. De prime abord, Milchick semble encore loin de se rebeller contre Lumon suite à son évaluation, puisqu'il en applique sans attendre les directives, en étant plus frontal et menaçant avec Mark. On a encore ici un cadrage dont la symétrie est volontairement brisée lorsque Milchick outrepasse les limites communément admises quant aux distances sociales en entrant dans l'espace personnel de Mark. On peut se poser légitimement la question si Milchick est au courant de la nuit de Mark et Elena, qui d'autre l'est chez Lumon. Cependant, à la réflexion, s'agit-il vraiment d'une menace de Milchick envers Mark ici, ou plutôt d'une arme dont Milchick a souligné la portée et les dégâts qu'elle pourrait causer à Lumon, et en la confiant indirectement à Mark. La scène chez Devon et Rickon nous confirme que ce dernier est prêt à toutes les compromissions pour obtenir un succès, la reconnaissance populaire et l'argent. C'est lui qui, en VO, maltraite l'expression Trojan Horse en y ajoutant une apostrophe S, la forme incorrecte qui est reprise dans le titre de l'épisode.
C'est une manière de montrer que Riken n'est pas très compétent dans la maîtrise de la langue, ce qui est potentiellement gênant pour un écrivain. Cela nous amène à son idée selon laquelle ce fameux livre de commande serait un cheval de Troie pour toucher les dissociés, mais comme Devon le souligne, il s'agit là d'une manière totalement hypocrite de cacher ce que Riken fait réellement, à savoir adapter son écriture et ses idées au bon vouloir de Lumon pour accentuer le contrôle psychologique des dissociés. La séquence concernant Irving ne nous fournit toujours pas d'indices supplémentaires quant à l'identité de son interlocuteur au téléphone. Je ne sais pas du tout d'où m'est venue cette intuition en écrivant cette vidéo, mais je me demande si Irving n'appellerait pas une personne décédée ou encore une version antérieure et disparue de lui-même. En effet, la notion de traumatisme me semble étroitement associée à Irving, ainsi que celle de deuil, peut-être. Je pense qu'il appelle une personne qui ne pourra jamais décrocher ni lui répondre. Et est-ce que Burt est au courant de quelque chose? Le voyait-on pleurer dans sa voiture dans le 2e épisode de la saison, du fait de la dispute avec son mari, à cause du passage d'Irving, ou faut-il y voir autre chose, comme le fait de savoir qu'Irving était quelqu'un d'autre auparavant? Peut-être même que leur histoire d'amour a déjà existé à l'extérieur avant de se répéter à l'intérieur de Lumon. Une chose est sûre, j'ai hâte de voir comment se déroulera le dîner prévu chez Burt et Cecil avec Irving pour inviter. Le docteur Regaby fouille dans les affaires de Gemma et trouve du tricot et un pendentif. Une recherche par image ne m'a rien appris sur le bijou, même si symboliquement on pourrait y deviner un œil ou encore l'emboîtement d'une forme prisonnière d'une autre. L'épisode se termine par un effet accru de la réintégration, tandis que le Mark Exter découvre les couloirs de l'étage dissocié et entend Gemma faire des affirmations comme si elles étaient en séance de bien-être, mais avec des informations qui ont peut-être un rapport avec leurs souvenirs en commun. Que ce soit pour parler de l'idée d'une mise en place des souscriptions sur la chaîne ou de tout ce que vous inspire cet épisode, vous savez combien vos commentaires sont importants, sans parler aussi de vos pouces et de vos abonnements. Alors bonne semaine à vos exters, en attendant le retour chez Lumon dès vendredi, et vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!